Porter la parole du PDCI-RDA sur les sujets brûlants de l'actualité et sur les questions qui touchent son parti, une tâche pas aisée, mais qu'il réussit avec efficacité depuis sa nomination. Sa prise de parole fait peur aux adversaires politiques et mélange leurs calculs. Oui, ce monsieur dérange le pouvoir et n'entend pas s'enlacer tant que la gestion du pouvoir sera approximative. C'est toujours un réel plaisir pour nous de le recevoir sur notre plateau, car avec lui, comme on dit, on ne tape jamais poteau. Des choses cachées seront dévoilées et dénoncées au grand bonheur des militants, sympathisants et de toute la population de Côte d'Ivoire. Chers followers, mesdames et messieurs, bienvenue sur PDCI TV. Vous devenez aisément celui que nous recevons ce jour. Ce visage vous est désormais familier. Il s'agit du brillantissime porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Brédoumou Kwasi Soumaïla Traoré, secrétaire exécutif en charge du monde rural, coordinateur général de la grande cellule de communication, porte-parole du PDCI-RDA. Bonjour honorable. Bonjour madame. Merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Honorable, pour ce temps d'antenne, nous serons en compagnie de nos amis journalistes. Jérôme du quotidien Le Nouveau Réveil, Bertin Guesson de Dernier Heure Monde, Alassane Sanou de Soir Info. Bonjour à vous. Bonjour. De ce débat, nous aborderons plusieurs sujets. L'enrôlement, la vie chère de la carte CMU, etc. On est prêt? Nous allons passer à l'enrôlement. Quand on sait que 2023, c'est l'année des élections, nous allons parler d'enrôlement qui débute du 19 novembre au 10 décembre prochain. Est-ce que le PDCI est prêt? Voyez-vous, ce dossier est un dossier assez solide. Il va de la stabilité de la cohésion nationale. On a comme l'impression que le pouvoir veut toujours passer par force. Tout ce que je peux leur dire, à mon avis, ils n'ont pas intérêt à forcer les choses. On a intérêt à aller. L'environnement aujourd'hui, national et international, ne prête pas à prendre de gros risques internes. Il faut que les choses soient de manière transparente. On a fait des propositions que le président nous a fait l'honneur de nous dire, qu'il a discuté avec le pouvoir à haut lieu. Si les gens ne veulent pas qu'ils veulent forcer, nous au PDCI, nous sommes partis de paix. Nous prendrons la communauté nationale et internationale témoin que c'est un forcing, ce forcing ne va bien. Aujourd'hui, il y a trop de problèmes sur les listes électorales. Pendant qu'on est en train de chercher à faire ça, l'État, au lieu de s'occuper de manière équitable et équidistante de tout le monde, vous allez voir, non, en bas, il y a des ministres, il y a des temps qui donnent l'argent pour aller faire quelque chose. Mais c'est l'argent du contribuable, avec tous les Ivoiriens. On veut créer un apartheid dans cette affaire-là. Et je pense que, moi je ne vais pas dire long secret, c'est une forme anormale de vouloir aller faire ces genres de recensement, c'est-à-dire aller faire vous voyez, je ne sais pas si les gens ont conscience de ce qui se passe dans le milieu rural. Je ne sais pas si les gens ont conscience. C'est pas parce que vous et moi on est assis ici avec nos cravates qu'on pense que tout se passe bien là-bas. Il y a des gros problèmes là-bas. Et ce sont des Ivoiriens comme tout le monde. Tout le monde a le droit d'être sur la liste. Il faut qu'on aide tout le monde à être sur la liste de manière équitable. Les gens n'ont pas les pièces. On dit non, il faut faire en ligne. Pour faire en ligne, on n'a pas de pièces. Pour aller en personne, il faut avoir des pièces en pièces. Pas des choses comme ça. Mais on doit allez-y, vas-y. Oui, je dois savoir les propositions que vous faites justement au niveau du PDCI pour permettre justement le bon déroulement de cette C'est quoi ces propositions? Nous avons communiqué longtemps là-dessus. La première chose, c'est les pièces. Les pièces. D'abord, tous ceux qui sont déjà inscrits, normalement, ils doivent plus rien. Mais tous ceux qui sont majeurs, qui doivent s'inscrire, ils ont un problème de pièces. Ils ont un problème même de pièces. Ceux-là vont rester en dehors du circuit. Alors que d'autres vont être favorisés parce qu'ils ont des moyens autrement. La CEI a fait quand même une proposition. Par exemple, le basculement de nouveaux majeurs de l'ENECI aux données de la CEI. Et ça, c'est grave. Est-ce que vous avez ce basculement? Est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens sont les gens qui sont ivoiriens? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez la fiabilité de ça? C'est ça même que nous critiquons. Ce basculement. On ne va pas prendre une donnée comme ça et puis on bascule. C'est très grave. Et en même temps, vous n'insistez pas assez sur l'audit de la liste électorale. Je ne voudrais pas en parler parce que si on n'a pas, comment on peut prendre, on dit les nouveaux majeurs? Les nouveaux majeurs en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui montre que tous les nouveaux majeurs
remplissent les conditions d'être électeur. Qu'est-ce que Mais honorable. c'est de ça, tout ça là qu'on parle. On dit qu'on n'est pas encore prêt, il ne faut pas précipiter les choses, qu'on laisse s'asseoir. C'est la seule qui va nous imposer des choses, c'est une affaire politique. Vous n'insistez pas assez souvent sur l'audit de la liste. Mais le constat que nous faisons... Mais c'est ce qu'on dit, ils refusent. Si tant est qu'il n'y a pas de quelque chose à cacher, pourquoi ne pas accepter ça? Pour que tout le monde soit bonne conscience. Mais le constat que nous faisons, c'est que la question semble ne pas trop intéresser l'opposition. Du moins, c'est un constat que nous faisons. Vous partez à une réunion, la CEI annonce que bientôt, il y a la révision, personne ne donne la voix pour pouvoir dénoncer cela. C'est un constat. C'est un constat que nous faisons, personne ne donne la voix pour... Il y a eu même les renouvellements au niveau des CEI locales, le PAC n'étant pas encore, n'a pas encore fait son entrée au niveau de la CEI centrale, ce qui avait été acté au niveau du 5e dialogue politique. L'opposition n'a pas donné de la voix pour parler, on a laissé les choses faire, mais finalement, pendant que vous parlez, ça avance. Ça m'étonne que ce soit quelqu'un de nouveau disant. Moi, je suis parti expressément sur convocation du président Bédié à Daoukoura avec le responsable des élections. J'ai fait une déclaration pour dire que le pouvoir va faire un forcing et que nous n'allons pas l'accepter. Mais pendant ce temps, ça avance. Mais justement, c'est le propre de ce truc-là. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Vous ouvrez vos yeux pour pleurer encore comme en 2020. Peut-être que l'homme n'en aura même pas du tout. L'oiseau qui se croit toujours malin se fait attraper un jour à la corde au cou. C'est tout ça là qui crée des problèmes. Quand on pense qu'on est trop fort, alors on s'affronte à Dieu. Voyez-vous, la paix et la cohésion sociale, c'est important pour gérer le pouvoir. C'est important pour gérer le pouvoir. Nous ne sommes pas de ceux qui font la rébellion pour revendiquer. Nous sommes en train de dire ce qu'il faut faire. Mais attention, si vous persistez, nous allons tous perdre un jour. Mais honorable, vous dénoncez le processus actuellement, hein, c'est ce que je crois bien, vous dénoncez le processus, et les gens avancent. Nous sommes si nous avons en 2023, et rien n'est fait, vous irez aux élections locales, vous n'irez pas aux élections locales. Attendons d'abord que ça arrive. J'ai envie de vous demander, honorable, quelles sont les propositions concrètes du PDC? Il faut auditer la liste électorale. Je rappelle que le président de la liste... Il faut arrêter cette affaire de basculement. Ce n'est pas normal, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie pure même. Ça, je le dis à un moment. On peut prendre les nouveaux majeurs. Vous connaissez comment la Côte d'Ivoire est. Et vous les prenez sans préjudice de ce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis vous les balancez sur la liste électorale. Pour quelle raison? Le président de la CEI dit que l'audit de la liste électorale va créer plus de problèmes que vous le croyez. Mais parce qu'on va découvrir beaucoup de choses. Ça va ouvrir la... Mais nous, qu'à faire? La boîte à Pandore. Mais par quoi est-ce que faire un audit d'une chose peut créer des problèmes? Le Burkina l'a fait et puis bon, il n'y a pas eu de... Le ciel n'est pas... On ne parle pas du Burkina parce qu'on n'est plus dans ce système-là. C'est ce que le président de la CEI dit. Il dit que ça va créer beaucoup de problèmes, ça va créer même des troubles, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'on va découvrir quoi? Pourquoi il veut que ça crée tout? Découvrir la vérité crée des troubles. Découvrir que tout est normal, ça crée des troubles. Si on va faire l'audit continu, tout est normal, quel trouble ça va créer? Tout le monde sera on va pas pensez-vous qu'il y ait suffisamment de temps justement pour réussir cette audit-là et tenir... Mais là, ça fait combien de temps on parle dans le dialogue? Ça fait 2 ans qu'on en parle. Mais comme ils ne veulent pas aller, attendre tout le monde pour forcer. Ils n'ont pas forcé. Est-ce que ça a été évoqué au niveau du dialogue politique? Mais je vous ai dit que nous, j'ai été de ceux qui ont contribué à l'élaboration du document parlé. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que ça a été validé au niveau du dialogue politique? Mais le dialogue politique a dit ces questions-là doivent être tranchées au niveau des droits. Et on a exigé, ça faisait partie d'ailleurs des recommandations que, comme c'est des questions, c'est un nombre de questions hautement politiques, on a réclamé, le rapport de la 3 n'est pas quelque chose qui est venu fortuitement, ça a été une des propositions du dialogue politique. Et le président, quand il allait, il est parti avec son directeur de cabinet, Yamake, quand il est venu, il m'a dit, monsieur le président, il m'a dit, tout ce qu'on a fait comme document, je les ai remis en main propre au président Ouattara. Ça veut dire que ça n'a pas été suivi. Ça n'a pas été suivi, ça n'a pas été validé. Non. C'est un refus catholique du pouvoir. Ça n'a pas été suivi, pas validé, mais validé. Voilà ce que le président m'a dit. Le reste, si on t'a remis et que c'est dans l'intérêt de ton peuple et que tu ne veux pas le faire, ça, c'est pas à moi de juger ça. Le sujet dont nous avons parlé, c'est de la vie chère. C'est vrai que l'opposition ivoirienne reste silencieuse face à cette vie chère. Comment vous expliquez ça? Vous savez, l'opposition ne reste pas silencieuse. Moi, en tant que porte-parole, dans toutes mes conférences de presse,
et on en a fait la 4e le mois d'octobre, nous avons parlé de la vie chère. La dernière fois, quand il y a eu l'augmentation du prix du cacao de 9%, j'ai dit que l'inflation au niveau des prix alimentaires était de 10,8%. Elle est passée de 9% en août, en juillet, à 10,8%. Donc, et que l'augmentation du prix du gasoil était de 6,7%, du pétrole de 29%, et comme lieu là, cela absorbait déjà cette augmentation de 9%. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont tellement tétanisés qu'ils se demandent bien s'ils ont des gens qui les gèrent, qui les comptent. Personne, les Ivoiriens sont tétanisés par la mort, ils sont absorbés, ils sont noyés. Nous avons 52% d'Ivoiriens maintenant qui vivent dans la ville. La pauvreté s'est transportée en ville. Ouais. On a un problème d'urbanisation incroyable. On construit des grands immeubles dans les quartiers. Vous allez au quartier Marcori, quoi, au résidentiel. On a construit plein d'immeubles. Tous ceux qui viennent travailler là, ils n'ont pas accès au logement moyen. Ils doivent par moyen ne peuvent pas d'avoir de logement. Donc ils sont obligés d'aller à Yopougon, ils sont obligés d'aller à Boisseau, et tout leur salaire rentre dans le transport. Donc aujourd'hui, on ne tient même pas compte des pauvres. On fait des choses pour ceux qui ont les moyens. Les 20% qui sont riches là, c'est eux qui contribuent à 80% de la consommation. C'est-à-dire c'est eux qui payent. Les autres là font carême. Et voyez-vous, quand on en parle, quand les gens veulent faire, vous avez vu, il faut parler de la liberté. Des gens se lèvent avant-hier à Yopougon pour dire on a un problème, on va manifester. On les a gazés. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de situations que vous connaissez. Dans les pays développés, on laisse les gens manifester. Laissons une semaine aux gens manifester, vous verrez si les Ivoiriens sont contents. Les gens, vous avez vu le ministre de la Réconciliation pour dire c'est parce que ceux qui étaient avant n'ont pas su maîtriser les gens qui sont partis du pouvoir. Alors donc, voyez-vous, on ne veut même pas, en plus de ce que tu souffres, on ne veut même pas que tu dises que tu souffres. C'est ça qui est le problème. Mais honorable, devant toutes ces situations, on n'a pas encore vu l'opposition rassembler et faire une déclaration. Vous êtes désunis de façon... Oui, soutenir même la société civile qui a essayé, qui a amorcé depuis qu'ils ont vu Michel Ballet a lancé pour parler d'un parti. Ça n'a pas été suivi par les partis politiques. Je ne suis pas pour parler d'un syndicat. Les politiciens ont un rôle politique. La société civile a un rôle de la société civile et les syndicats ont un rôle des syndicats. Mais si vous résumez tout à la politique, finalement, vous pouvez... La politique, justement, devrait prendre en compte les questions comme ça. Mais c'est de ça que j'ai pas dit dans ma conférence de presse. On en parle. On en parle aujourd'hui là. Tout a augmenté. Et je peux vous dire, rien n'a dit, même avec la reprise de la pluie. Vous avez vu, quand les produits vivriers reviennent sur le marché de prix saisonnier, les prix ne diminuent pas. Les prix ne diminuent pas. Parce que tout ce qui entre dans la production n'a pas diminué. Aujourd'hui, les producteurs du vivrier, on va en parler peut-être, ils ont des problèmes. Parce que ce sont les cultures des rentes, comme le coton, qui leur permettent de produire. Mais l'engrais, on ne peut pas payer, les pesticides, on ne peut pas payer, le transport, on ne peut pas payer, l'emballage, on ne peut pas payer. Et le carburant, là-dedans, je parlais. Ouais. Quand vous êtes au milieu de là, c'est avec les tricycles, vous allez prendre les choses pour venir dans les champs. Tout a augmenté. Donc le coût des structures a augmenté. Et nous le disons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, face à ce tableau-là, vous pensez que l'opposition est réellement une force de pression pour le pouvoir? C'est ça. Ou en commun contre-pouvoir pour pouvoir amener le pouvoir à changer? Est-ce que vous-même, vous pensez que l'opposition est une force de pression? Je vais vous dire que moi-même, l'opposition est désunie. Je suis fait l'objet de pression parce que je parle. Vous parlez au nom d'un seul parti politique. Oui, mais je suis d'accord, mais nous, ce que nous cherchons à savoir, pourquoi l'opposition tout entière ne se réunit pas pour faire des déclarations pour pousser le pouvoir à changer? Ce n'est pas la déclaration qui inquiète le pouvoir. Ce n'est pas la déclaration du pouvoir. Qu'est-ce qui peut inquiéter le pouvoir? Ils le savent. Mais nous ne le savons pas, nous voulons le savoir. Mais vous êtes un citoyen. Avez-vous eu le courage, comme je le dis, en tant que journaliste, de vous mettre quelque part, de dire, nous, les journalistes, on va donner une conférence de presse
pour dire que nous aussi on souffre. Ce que le journaliste organes sont étouffés. On aura tous les jours, nous écrivons sur la vie chère. Mais tous les jours. Mais ça, c'est ce que vous écrivez. Moi, je suis politicien, je le dis. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Rassemblez-vous. Mais est-ce que vous pouvez mettre la pression aujourd'hui? Est-ce que vous avez une force de pression? Parce que on a l'impression que vous prêchez tout dans le désert. C'est l'impression que... Ce que vous faites, vous le faites bien. Et c'est déjà dans le désert, vous le faites seul. Parce qu'on a l'impression que les populations ont l'impression que l'opposition presse dans le désert. Non, et cela n'a aucun impact sur la c'est le pouvoir qui n'a aucune considération des populations. Je l'ai dit un jour concernant le PA des Bassans, que le pouvoir n'a même pas pitié des Ivoiriens. C'est à cela que moi aussi d'ajouter. Parce que le pouvoir n'a pas de contrepoids en face de lui. Vous êtes venu pour faire le bonheur du peuple. Mais ce n'est pas un contrepoids qui va vous dire d'aller faire le malheur du peuple. Mais ils n'ont aucune considération, ils n'ont même pas pitié des Ivoiriens. Mais vous critiquez la CMU qui est une proposition pour le bien de la population. Nous ne continuons pas. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai même sorti ma carte et je vais vous la montrer encore. Ma carte a été éditée en 2018. C'est-à-dire qu'on ne critique pas. Vous dites qu'il ne pense pas à la population. Il pense à la population en instituant la CMU. Vous critiquez ça encore. Non, mais attendez. Moi, j'ai dit deux choses. La première, c'est que la carte de la CMU, nous l'avons achetée nous-mêmes. Nous PDC, on a ça. La plupart des cartes, nous avons ça. Moi, j'ai ça depuis 2018. Il va l'avoir pas ici. Date d'émission, voilà ça. Date d'émission 2018. 2018, je ne bénéficie de rien. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que quand même, nous devons contribuer aux autres. Mais les autres qui ont besoin de ça ne peuvent pas, normalement pas. Ils ne peuvent pas l'avoir. Et que le gouvernement a institué que ça soit conditionné comme une pièce pour un certain nombre d'actes qui relèvent de la Constitution. Son nombre de 8. Qui relève de la Constitution. Et l'article 11 de notre Constitution, l'article 11 du mot, stipule que tout ce qui est acte de cela relève de la loi. Si on doit modifier, c'est par la loi. Ça c'est un. De deux, l'article 21 de notre Constitution explique que tout Ivoirien est libre d'aller et de revenir, de sortir de ce pays. Mais si vous n'avez pas votre passeport, on vous bloque votre passeport. On fait un décret pour vous empêcher d'avoir votre passeport, conditionner l'accès de votre passeport à quelque chose, on enfreint à votre liberté. Et donc ça, c'est pas normal. Deuxièmement, que le dispositif n'est pas encore huilé. J'ai écouté bien ce qu'il avait dit, que si le dispositif, le ministre de la protection sociale est venu voir l'Assemblée, moi je lui ai dit, monsieur le ministre, les gens n'ont pas leur carte, et les cartes sont dans les endroits. 2 jours après, ils ont donné communiqué, les gens sont allés retirer, moi je suis allé retirer la carte d'enfant. Donc cela veut dire que quand nous disons là, c'est pour que les choses aillent mieux. Donc il faut que le ministre revienne à l'Assemblée, faire le bilan de la partie pilote, et que nous analysons ensemble ce qu'il faut faire pour que l'enrôlement soit atteint. Mais il ne faut pas forcer, imposer des choses qui sont anticonstitutionnelles. Et nous avons fait ça au PDCI par le programme élargi de vaccination. C'était d'abord un projet. Et quand le projet avait été fait, on a dit qu'il faut maintenant un programme. L'enrôlement n'est pas un truc qu'on fait et puis on arrête. Ça doit être permanent. Puisqu'il y a des gens qui sont majeurs qui naissent chaque fois. Donc il faut mettre un programme et que ce programme va avoir des dispositifs. Peut-être faut-il que des équipes aillent dans les villages, dans les contrées pour faire l'enrôlement. Et il y a tellement, quand vous lisez la loi qui met en place la couverture maladie universelle, c'est différent de AMU, comment on appelle l'assurance maladie universelle. D'ailleurs, la loi 2014 qui crée la couverture annule en son article 75 l'assurance maladie universelle. Donc ça c'est tout. Et des gens, d'ailleurs des journalistes, j'ai vu des journalistes sur des trucs pour dire non, que ça c'était prévu par la loi. C'était prévu par la loi de 2001 donnait cette possibilité. Mais la loi de 2014 a annulé ça. Donc il faut que l'opération, il y a tellement de décrets, de conventions entre l'opérateur, entre les hôpitaux, entre les organes à le faire, il faut régler tout ça. Mais vous voulez dire que moi je suis dans la bourse là-bas. Quelqu'un qui passe mon plan va venir passer concours. On dit non, il faut que tu aies couvert 5 000 d'abord. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Vous n'êtes pas allé le voir. Quand on rend quelque chose obligatoire, on crée les conditions pour que la personne ait ça. On ne crée pas des conditions qui bloquent la personne. Voyez-vous, c'est ça. Évidemment, la loi, dans l'article 2, dit mais c'est obligatoire, mais la loi ne dit pas qu'il faut contraindre, il faut arracher les droits fondamentaux, les droits constitutionnels pour que cela soit obligatoire. C'est ce que nous avons dit. Que l'opération, l'idée est bonne. La preuve, tous les partis politiques sont passés, ont voulu faire ça.
Et nous, au PDCI, nous contribuons au bien-être. Et que ça c'est discriminatoire. D'ailleurs, je ne suis pas juriste, mais je me demande bien si le ministre qui a fait prendre ce décret, s'il allait voir la Cour constitutionnelle pour voir la constitutionnalité de ce décret, avant de faire public. Parce que souvent, ce que les gens font, ils vont blâmer le président. Ici, les gens appellent le président dans l'embarras. Moi, si j'ai une recommandation à faire au président, enfin, une proposition, je demandais au président deux choses. La première chose, c'est d'enlever ce décret-là, de bien organiser l'affaire, de faire le pied après le gouvernement. Ou bien de ne même pas en parler, de ne pas enlever, mais de ne pas implémenter ce décret et de faire venir le ministre à l'Assemblée et qu'on s'organise et qu'on ait des missions et qu'on contribue mieux à la mise en œuvre et qu'on le fasse. Parce que tel qu'il a fait, c'est anti-liberté, c'est liberticide. Parlons de la vie chère. Les prix des produits agricoles, tels que le café et le cacao, sont connus. En tant que spécialiste du monde agricole, quel commentaire faites-vous? D'abord, vous voyez, nous on est constant au PDCI dans notre proposition. L'année passée, quand les gens avaient fait venir une loi à l'Assemblée pour dire qu'il fallait sanctionner ceux qui faisaient le commerce illicite, nous avons dit ceci. Il faut qu'il y ait une concertation, comme pour le cacao, autour de nous, pour que les prix soient à peu près similaires dans les pays voisins. Ça va éviter le trafic vers ces pays-là. Aujourd'hui, quand vous avez ma déclaration, je n'ai pas parlé du prix, j'ai parlé du prix par rapport à l'inflation. J'espère que les gens vont aller aux frontières pour empêcher que le cacao du Ghana vienne en Côte d'Ivoire. J'espère. Je n'ai pas fini. Allez-y. Oui, je n'ai pas fini. Donc pour moi, la première chose qui est fondamentale, c'est le respect des prix au bord. Et malheureusement, quand on parle, les gens ne voient pas. Les intermédiaires prennent l'argent de l'État, ils prennent l'argent et les producteurs n'ont pas le prix. Et ça, personne ne peut le nier, que ce soit le cacao, que ce soit le café. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler là. Vous, les journalistes, économistes, allez vous voir dans les usines qui coulaient les fonds de tasse de verre. Mais vous avez des camions, ça arrive là pendant 3 ou 4 jours. Et les gens ont créé un système qu'on appelle les pisteurs, les intermédiaires. Il y a des usines même qui disent non, on n'a pas assez de place. On ne peut pas consommer, on ne peut pas prendre du moins. Mais pourtant, elles prennent du moins les fonds de tasse des intermédiaires. Et le prix, c'est au lieu de 315 francs, 316 francs, c'est 200 francs, c'est 100 francs. Ça, nous dénonçons cela. Donc il y a ce problème. Il y a aussi au fait aujourd'hui que quand on parle du cacao, du café, et on parle aussi du coton. Mes chers frères, les paysans de coton cette année sont dans la catastrophe. Dans la catastrophe. Il y a une maladie qui est prise des insectes qu'on appelle les jacides, qui font des insectes qui depuis le mois de juillet ont pratiquement asséché toutes les plantations. C'est une perte de 40 et 80% de la production. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la veille. Il n'y a pas eu la veille. C'est dans les derniers jours, là, les gens sont partis. Au moment où le coton, on n'a plus, les capsules devaient être ouvertes, on doit commencer à récolter, on va les voir. Un gouvernement qui a comme ressource importante l'agriculture doit avoir une veille. Et cela est d'autant plus curieux que ce n'est pas la première fois qu'on a ces choses-là. En 1996, sur le coton, il y a eu un insecte qu'on appelle Helicobacter, qui était un insecte qui mange pour rendre à terre, les fleurs et puis les capsules. Dès que, moi je suis encore avocat, dès que les premières alertes ont été signalées, puisqu'il y a un système d'alerte, automatiquement, on a mis tout le monde en alerte et on a arrêté. On est parti, parce qu'il y a eu des résistances, on est parti voir dans les stocks, on a pris, on a fait des recherches, puis rapidement on a commandé. Mais comment faire bénéficier aujourd'hui cette expérience que le PDCI a? Parce que quand le prix du cacao est fixé, le prix du café est fixé, les producteurs se plaignent, on ne sent pas aux côtés de ces producteurs le PDCI pour pouvoir les soutenir, les accompagner. On se rappelle récemment qu'il y avait un fonds de soutien de Covid qui avait été octroyé aux producteurs, ce n'est pas venu, les producteurs ont voulu manifester. Mais dans tout cela, on ne sent pas le PDCI aux côtés des producteurs. Mais comment ça se passe? Il y a un parti qui a parlé beaucoup des problèmes des producteurs. Au-delà de parler. Est-ce que vous rencontrez les producteurs? Est-ce que vous avez des séances avec eux? Quand bien même vous ne serez pas au pouvoir. Oui, mais on le fait. Moi, je viens d'arriver j'étais dans une zone. Je suis allé rencontrer les producteurs pour voir effectivement l'effectivité, pour voir la préparation de la campagne en A4.
J'arrive quelque part, je vois un hélicoptère qui va et vient. C'est des gens du pouvoir, ils sont en train de se promener pour autre chose. Donc nous, on est sur le terrain. On leur dit, voilà, vous avez vu, le vrai bonheur, on l'a perdu, qu'est-ce qu'on a perdu. Nous, on va venir, voilà ce qu'on va faire. Donc nous sommes en campagne pour nous-mêmes, par rapport à ça. Mais nous, en plus de ça, moi je peux vous assurer, je rencontre des ministres, pour ceux qui veulent, pour leur faire des propositions. Parce qu'on n'a pas aussi envie que les gens souffrent. Quand on arrive à l'Assemblée, nous faisons des propositions pour des ministres qui veulent écouter. Avant-hier, il y a eu quand les ministres sont venus pour le débat, nous passons des nuits à regarder et à faire des propositions. Mais si les gens ne veulent pas écouter parce qu'il semble que ce n'est pas leur intérêt, parce que ce sont les cultures des rentes qui permettent d'encadrer et de financer les cultures vivrières. On se donne rendez-vous pour le mois de mars-avril prochain. Si rien n'est fait bien, on va avoir le même problème qu'on a eu. Et vous avez la communauté internationale, les problèmes quand tu regardes l'actualité internationale, ça ne va pas nous arranger avec le problème de l'Ukraine. Ça s'empire. Or, ça va avoir un impact. Les pays les plus résilients vont tenir. La chance que la Côte d'Ivoire a jusqu'à présent, c'est que le PDCI a mis les fondamentaux. Mais c'est en train de s'égrener. Donc aujourd'hui, on a un problème des engrais, on a un problème des pesticides, on a un problème. Quand vous allez en milieu rural, ce n'est pas de la démagogie. Toutes nos terres sont en train de dégrader. Le président Bédi en avait parlé, on a traité des réformes. Mais aujourd'hui, les terres sont polluées, dégradées. La main-d'œuvre, on ne trouve plus là-bas. Il vous a dit qu'on a maintenant 52% en ville. Et en plus de ça, le peu de terres que les gens, il y a un phénomène de vente des terres, d'arracher des gens qui quittent dans certains pays, ils viennent, ils achètent des terres pour faire des leviers, etc., etc. Sans que ce soit légal. Donc à un moment donné, on va arriver à un moment donné, tu ne vas pas manger. Et quand on parle, on dit non, 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 vous qu'est-ce que vous faites? Mais nous là, demain si je prends une pancarte que je me mets dans la rue, là, nous allons me trouver à Maca. Ils attendent ça d'ailleurs. Le problème aussi perdu avec le paillage qu'on a ici. Mais le paillage est un problème même plus grave. Ce qui est grave, c'est que ce n'est pas le ministère des Mines qui autorise ces choses-là. Moi je suis allé, je viens d'arriver sur le terrain là, de chez moi à Legoufort. Dans un village où je suis allé. On voit le sous-préfet qui arrive avec des gens. Depuis quand on a vu un sous-préfet aller parler de ça, il y a les directeurs régionaux des mines, etc. Le ministère des Mines a deux types d'accords qui donnent aux gens. Premièrement, c'est un permis d'exploration. C'est-à-dire, moi, il y a une zone, et c'est bien normé avec les coordonnées géodésiques, tout ça là, avec tout ça là, on dit, voilà la zone où vous devez prospecter. Quand vous avez prospecté, que vous avez des indices et que vous avez trouvé maintenant, on vous donne un permis d'exploitation. Et en ce moment, on signe une convention avec l'État où les normes environnementales sont respectées, où les avantages liés aux habitants sont donnés. Mais là, on voit des gens qui vont voir et un administratif, il vient et dit non, moi je vais vous électrifier, je vais faire telle chose, et puis on le fait. Qu'est-ce qui s'est passé à Kokumbo? Et vous voyez, aujourd'hui, qu'on disait, les gens de l'administration passaient mon terme contre eux. Mais si les gens n'arrêtent pas ça là, c'est les administrateurs là-même qui sont les premières victimes. Parce que c'est vous en même temps qui envoyez les gens, c'est vous après vous allez dire non, il ne faut pas que les gens viennent. Alors vous savez pourquoi ils sont venus. Vous savez comment ils sont venus. Mais tout ça, le pouvoir central le sait. Je ne sais pas s'ils savent, mais nous, on est en train de le dénoncer. J'espère qu'ils vont écouter ce que je suis en train de dire. Il faut que l'administration s'enlève dans cette affaire-là. Qu'on confie aux techniciens des mines, qui sont un ministère, qui a des règles. Et que cela se fasse dans les normes. Personne ne peut interdire à l'État d'exploiter ce sous-sol. Mais si ça se fait dans les normes réelles, les choses avancent. Le problème des mines et du foncier, je pense que, à mon avis, la proposition que je vais faire, c'est qu'à ce niveau-là, on laisse le ministère des Mines en charge de cela et qu'il puisse le faire. Parce que quand on met l'administration là-dedans... Mais il y a une brigade spéciale quand même qui a été créée. La brigade, vous savez, je l'avais dénoncée parce qu'à un moment donné, il y a des gens même qui avaient confié ça à des réseaux. Dieu merci, quand j'ai dit, sans que les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais cette brigade-là, elle doit être faite pour surveiller les endroits où on a dégradé. Mais à partir du moment où l'administration même est complice, la brigade ne peut pas être efficace. Il faut le laisser entièrement. Et puis le problème des mines et de l'orpaillage. La partie technique, c'est le ministère des Mines, on lui laisse. Mais je pense qu'il faut confier
le reste, la semaine, au ministère de l'Intérieur. Parce que c'est devenu un problème de sécurité intérieure. Et ça, comme on le dit là, ce n'est pas une question de pouvoir et de l'opposition, c'est tout le monde qui sera en danger si on ne prend pas soin de cette affaire-là. C'est devenu un problème de sécurité. Et le président Bédia avait dit ça. On l'avait attaqué. C'est devenu un problème de sécurité. On a assis à Abidjan ici, mais il y a danger à l'intérieur. Si on ne fait pas ça, ça va créer des mouvements. Et la force de l'ordre ne sont même pas capables de faire face à leurs mouvements. Parce que quelquefois, ils sont plus armés que les forces de l'ordre. On ne sait même pas où ils trouvent ça. Il faut qu'on fasse très attention. C'est sérieux. Notre pays n'est pas fait pour avoir des brigands comme ça tous les jours. Non, non. Et sur ce côté, nous, au PDCI, on est prêts à soutenir tout projet, toute proposition qui va venir pour apaiser, pour pacifier la vie. Il n'y a même pas de problème à ce niveau. On dit aux grands mots les grandes solutions. Quelles sont les solutions concrètes pour le PDCI pour remédier à ces problèmes d'inflation, problèmes de mines, problèmes de terre? D'abord, le problème d'inflation. L'inflation au niveau des structures alimentaires, on a toujours proposé. Aujourd'hui, notre système de production est dépassé. La population s'est accrue, mais la population s'est urbanisée. Donc il y a moins de personnes au milieu rural pour nourrir les gens. Il faut aller donc à la maîtrise de l'eau. Il faut qu'on passe à une agriculture qui maîtrise l'eau. On peut même aller à des cultures maraîchères sous serre. Voyez-vous, pour le coton par exemple, l'insecte est venu attaquer le coton. C'est l'insecte qui joue sur les maraîchers, le coton et le gombo et les concombres. C'est parce qu'on a mal géré, on a utilisé quelquefois les produits de coton, mal utilisés sur les vivriers, et il y a créé une résistance. Donc tout ça là, il faut le maîtriser. Donc il faut maîtriser le foncier. Si on ne maîtrise pas le foncier, on n'aura pas la terre pour cultiver. Il faut qu'on maîtrise le foncier. Il faut qu'on aille très rapidement à la mise en œuvre de la loi sur le foncier. Il faut donc l'eau. Il faut financer la recherche agricole pour qu'elle puisse nous donner des variétés qui s'adaptent au nouveau défi. L'insecte qui a attaqué le coton, cet insecte s'est brûlé parce qu'en début du mois de janvier, il y a eu une petite sécheresse, ce qui n'est pas normal, qui a fait que l'insecte, ça a été favorable à la pullulation de l'insecte. Donc il va y avoir des problèmes de changement climatique. Dans ce cas-là, il faut que la recherche agricole soit financée correctement et qu'elle puisse anticiper et qu'on ait un dispositif de veille. Donc, bonne recherche, des bonnes semences, une politique de maîtrise de l'eau et un financement du secteur agricole. Avec tout ce qui est aménagement, etc. Le budget passé est venu, on était autour de moins de 3% du budget, alors qu'on a des accords qui nous disent qu'il faut 10%. Moi, j'ai commencé à critiquer. Curieusement, c'est les responsables de l'agriculture qui me disent pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. C'est ceux qui n'ont rien compris. Il faut mettre l'argent de l'agriculture, il faut former les hommes, il faut encadrer les producteurs. Aujourd'hui, tout le monde est en train de fuir pour venir en ville. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Heureusement qu'il y a quelques produits comme les VA ou autres, malgré tout, qui commencent encore à être rentables. Non, mais ce n'est pas ça qui va nourrir les hommes. Si nous ne maîtrisons pas notre capacité à nous nourrir, nous allons arriver à des situations où on ne pourra plus rien maîtriser. Parce qu'il faut bien nous enseigner, c'est une réalité. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Merci honorable pour votre intervention. Nous allons écouter avec Bertin Guisson le dernier point d'actualité. Alors, c'est près de 3 ans après son acquittement. Blé Goudé a passé tout le temps à La Haye. Et récemment, le chef de l'État vient de lui donner son autorisation d'entrer en Côte d'Ivoire. Quel commentaire? Comment on peut donner l'autorisation à un Ivoirien de rentrer dans son pays? Je ne sais pas. Un Ivoirien, la loi que je viens vous dire, là, il est libre d'aller et de revenir. Et puis on dit non, il faut une autorisation. La loi suprême là, lui donne cette autorisation. Il est Ivoirien ou il n'est pas Ivoirien? S'il a un problème de justice, je peux comprendre. Mais à partir du moment où le problème qui est vidé, il a resté 3 ans de trop. À moins qu'on nous explique autre chose. Moi, je ne sais pas, pour moi, de manière normale, je trouve qu'à partir du moment où il a été acquitté, qu'il a eu son passeport, puisque peut-être c'est périmé ou quoi, il rentre dans son pays. Donc si on passe 3 mois, on donne l'autorisation. Comment on peut donner l'autorisation à un Ivoirien de rentrer dans son pays? Honorable, il y a Charles Blé Goudé lui-même justement qui, après l'obtention de son passeport, avait indiqué sa disposition justement à discuter avec les autorités avant de rentrer. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Il est en position de faiblesse, vous voulez dire? Non, ça c'est autre chose. Peut-être, je ne sais pas. Mais
Il a dit avant de rentrer, il va avoir des dispositions. On ne sait pas. Mais quand on dit qu'on va lui donner une autorisation avant de rentrer, je trouve ça un peu trop. En tout cas, c'est si ce que semble moi, Blaise Goudé est un homme politique. Il a été ministre, le président Babou. S'il dit, bon, écoutez, moi, je ne sais pas, j'imagine, je vais rentrer, je voudrais qu'on me trouve, on me permette mes droits en tant qu'ancien ministre, je ne sais pas, j'imagine des choses. Là, mais dire qu'on va l'autoriser à venir, là, ça, je trouve ça que, moi, personnellement, on ne comprend pas. À moins qu'il y ait des choses pour lesquelles nous ne connaissons pas. Alors, si on ne connaît pas, on ne peut pas se prononcer. Sinon, normalement, un citoyen ivoirien, de par la Constitution, quand il n'a plus de problème judiciaire avec son pays, il rentre. Même quand il a un problème judiciaire, il peut rentrer et puis il reste problème judiciaire. Mais qu'un chef d'État autorise. Mais on sait que Blaise Goudé quand même a des problèmes avec la justice ivoirienne. Elle a été condamnée par contumace. Ce n'est pas une autorisation qu'on donne. Si le président estime qu'il doit le juger, on vient, on le juge, ou bien qu'il doit l'amnistier. Hein? On dit non, on t'a amnistié, on dit qu'on t'autorise à venir. Je trouve que ce mot n'est pas à sa place. On parle, Président, vous allez me permettre, du retour de Charles Blaise Goudé. Il y en a un autre qui, depuis un moment justement, dont on entend de moins en moins parler du retour, c'est Guillaume Soro. Est-ce qu'au niveau du PDCI... Non, nous, on ne se prononce pas sur des problèmes... Mais là aussi, il a atteint une autorisation du chef d'État pour rentrer. Quand vous dites qu'un Ivoirien ne doit pas attendre une autorisation pour rentrer. Vous connaissez que lui, on a dit qu'il a été condamné. Tout comme Charles Blaise Goudé. Mais Charles Blaise Goudé, lui, il est parti à La Haye. La justice internationale l'a blanchi. Du plan local aussi, il a été condamné. Quand vous avez accusé quelqu'un et que vous l'avez envoyé à la justice internationale et que cette justice l'a blanchi, pour moi, est-ce que Charles Blaise Goudé s'est levé par La Haye? Il ne s'est pas levé. Est-ce que c'est nous-mêmes qui l'avons levé pour le juger? Si on l'avait jugé là-bas, qu'on l'avait été condamné, on serait pu dire, ah voilà, il est condamné. Mais on est parti, nous-mêmes, on l'a envoyé. Et puis, il a été acquitté. Bon, ils viennent. Maintenant, s'il y a d'autres charges, on vient, on verra sur place. Mais qu'on ne dise pas que, bon, voilà. Maintenant, l'autre, on dit, il est condamné. Ça aussi, c'est des choses. Mais nous, au PDCI, nous pensons que ce sont des problèmes politiques qu'on va dire. Et les problèmes politiques, nous devons les mettre derrière pour avancer. Si on veut regarder ça, on ne peut pas avancer. Tous les Ivoiriens doivent revenir pour construire leur pays. Ouais. Personne ne s'est levé comme ça pour aller gifler quelqu'un d'autre. Il y a eu toujours des choses. Aujourd'hui, nous, on a demandé qu'il fasse l'appel à la cohésion sociale. Notre président, Bédier, il a été en exil. Nous, on a été victime de coups d'État. Mais tout ça, on a mis derrière et puis on est ici, on travaille. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut qu'on comprenne à un moment donné qu'il faut qu'on aille à la paix. Et cette paix-là, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices de part et d'autre. Nous, PDC, on fait notre part. On fait notre part. Et il faut que les autres aussi fassent la leur pour qu'on puisse aller à la paix, à la cohésion sociale. Il n'est pas normal que nous sommes dans un pays où des Ivoiriens sont contraints à ne pas vivre. S'ils ont péché, c'est à cause des activités politiques. On ne peut pas faire la politique sans faire des erreurs. C'est pas possible. Même ceux qui sont au pouvoir, ils font des erreurs. C'est parce que c'est eux-mêmes qui se jugent qu'on ne va pas. Nous, on fait des erreurs. Si on fait des erreurs demain, on demande pardon et puis on avance. On demande pardon, on avance. Il faut qu'on comprenne que le pardon fait partie de la vie. Et accepter le pardon aussi, fait que c'est un don de Dieu. Merci Honorable, merci d'avoir accepté toute invitation. C'est toujours un plaisir pour nous. C'est sûr, avec vous, nous y arriverons. Merci à vous, chers amis de la presse. Merci au Nouveau Réveil. Merci à Dernière Heure Monde. Merci à Soir Info. Quant à vous, chers téléspectateurs, amis fidèles et sympathisants du PDCI RDA, merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.